Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, ce sont des épisodes où on reçoit souvent des invités pour vous parler d'un sujet. On essaye de vous décortiquer donc ce qui fait la technologie autour du monde de la data et de l'IA. Alors évidemment, on a un petit tropisme technique, alors là où c'est peut-être ce qui nous différencie de nombreux autres podcasts. Et très souvent, on essaye quand même aussi de faire un épisode où on revient sur l'actualité de la période qui vient de s'écouler. Alors là, on a beaucoup de chance puisque on est au mois de septembre 2025 et on a eu un été très très chargé, ce qui d'ailleurs a fait souvent penser à des gens, mais pourquoi je suis en congé en ce moment? J'ai entendu des gens dire mais il y a tout ça qui arrive et je suis en congé, je peux pas essayer, c'est terrible. Vous allez voir qu'il s'est passé quand même un nombre de choses totalement délirantes pendant cet été. Et pour cet épisode, je suis accompagné de Jérôme et de Paul. Salut Jérôme, comment ça va? Et ça va très bien. On est là, un petit peu en touriste parce que j'étais pas mal chargé, mais je suis ravi d'enregistrer avec vous. C'est vrai que tu es assez chargé depuis que tu es rejoint Siam. Chaps. Ah oui, bah, c'est une bonne boîte qui recrute d'ailleurs. On a besoin de développeurs seniors, d'architectes logiciels, de gens qui font du cube aussi. Ouais. On vient de racheter Cubo Labs. Ouais. Il y a Alain Régnier qui vient chez nous avec son équipe. Voilà, et on espère beaucoup de choses. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure. Ah, et toi, Paul, salut, comment ça va? Salut Vincent, salut Jérôme, ça va très bien aussi. Bah effectivement, j'étais, je pense, dans le cas que t'as cité, hein, d'être frustré l'été de pas pouvoir tester tout ce qui est sorti parce que je pense qu'il y a des éditeurs qui n'ont pas les mêmes congés que ce que nous on peut avoir la chance d'avoir sur juillet-août. Bah écoute, moi toujours architecte IA chez Expertime, donc qui fait partie du groupe Orange Business. Bah, Évidemment, on ne peut pas, sauf si vous avez vraiment coupé, on ne peut pas avoir pas été un peu touché par le drama autour de Luc Julia cet été. Drama, c'est peut-être le terme, hein, puisque je pense que tout ça est allé un peu loin. Tout ça a été finalement mis en exergue de manière très exagérée, je trouve. Même si c'est vrai qu'au départ, c'est effectivement troublant parce qu'au départ, effectivement, ça fait des mois et des mois que la situation, on la connaissait, qu'on la vivait. On était presque heureux d'avoir un mec qui parle, qui soit un petit peu poil à gratter sur le monde des LLM. Et puis finalement, il n'y avait rien qui nous dérangeait. Et puis, il a fallu que quelqu'un fasse une vidéo pour un peu débunker toutes les contre-vérités qu'il avait pu asséner, pour se rendre compte qu'effectivement, le monsieur, il était un petit peu en cercle fermé autour de ces sujets, c'est-à-dire que toutes ces confs, toutes ces interventions ont recité les mêmes anecdotes, le même talk, la même façon de dire les choses. Alors, ce qui est très certain, c'est qu'en plus, Luc Julia, moi, je suis absolument certain que s'il n'avait pas écrit un bouquin et qu'il n'avait pas besoin de faire la promo d'un bouquin, il n'aurait pas poussé le curseur aussi loin sur ses prises de position très très que, avec la réserve à laquelle on est habitué, nous Européens, qu'on va trouver arrogante. Mais et c'est vrai que la frontière est toujours ténue entre avoir une super confiance en soi, être pétri de certitude, et l'arrogance. Et c'est vrai que quand on regarde la manière de laquelle il s'exprime, aussi bien devant des sénateurs que sur la scène d'un Devox, que sur un plateau de télé, il y a une arrogance complètement folle à dire qu'il a tout inventé, que les LLM c'est de la merde, et ainsi de suite et ainsi de suite quoi. Donc effectivement, il ne peut pas faire le consensus. On ne peut pas faire le consensus et avoir que tout le monde soit d'accord avec soi. Mais lui, il a quand même mis un effort très particulier à ce que tout le monde soit pas d'accord avec lui, quoi. il a subi un retour de bâton. Alors, bon, je suis allé chercher mes vieux cours de latin pour trouver que retour de bâton se disait Arx Tarpeia Capitoli Proxima. Donc la roche tarpéienne n'est pas loin du Capitole, c'est-à-dire qu'on peut passer très vite du moment où on est sous les projecteurs Mm. à un moment où on va se prendre le shitstorm, si on le dit en anglais plutôt qu'en latin. Je pense que ça dit aussi quand même beaucoup de notre société actuelle sur à la Oui. fois le manque de lecture critique dès qu'on a quelqu'un qui va porter un discours et le répéter et être mis en valeur, parce que là je pense que
il y a aussi beaucoup de rôles, enfin un impact, un effet assez fort de chambre d'écho en fait dans son exposition médiatique, à force de répéter effectivement, plus on répète une chose, plus on a l'impression qu'elle est vraie. C'est comme quand vous écoutez le tube de l'été au supermarché, à un moment vous vous dites que c'est une bonne chanson, c'est pas forcément le cas. Mais donc il y a cet effet-là de mise en avant médiatique et à contrario après, en particulier sur des médias sociaux comme LinkedIn, il y a eu un effet aussi où tout le monde s'est jeté là-dessus pour faire du clic sur LinkedIn, ce qui est pas forcément non plus une bonne chose. Donc ça dit à la fois effectivement beaucoup du personnage, mais aussi beaucoup de nous en tant que spectateurs de cette Ouais, de c'est cette histoire. évident. C'est évident qu'à un moment donné, il y a ce côté où tout le monde s'est jeté. C'était le sujet dont qu'il fallait y aller. Et effectivement, je sais plus quelle était l'expression où on disait il y a les 3 L là. On lâche, On lèche, on lâche, on lynche. voilà, on lèche, on lâche, on lynche. Voilà. Et on est passé là-dedans, quoi. Jusqu'à présent, on se gargarisait, on était super fiers d'avoir un mec qui était hyper visible sur le sujet IA au niveau mondial et qui soit français. On était ravis de ça. Et évidemment, bon, bah là, on est allé dans tous les excès dans l'autre sens, quoi. Mais tu as raison sur l'absence de côté critique, c'est-à-dire que cette histoire autour de je suis le co-créateur de Siri. Et justement, je crois que là-dedans, ils expliquent son rôle et il me semble que c'est beaucoup plus juste par rapport à ça. Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai pu sentir les prémices de Clash parce que en fait, à Devox, alors j'avais pas vu la compte de Luc Julien, je suis allé la voir quand l'affaire a commencé, j'avais mis un peu de côté. Par contre, j'avais vu, comment il s'appelle, Thibaut, j'ai plus son nom. Enfin, Monsieur Phi, Ouais. puisqu'il avait fait un talk le jour où j'étais là, et après, on l'avait vu pour le café philo. Alors, j'ai pas eu la fin de ce café parce que on m'avait collé une réunion avec un client en ce moment. C'est con, ça. Mais au début, on avait senti que il avait tout de suite eu Luc Julian dans son collimateur. Sauf que pendant ce moment-là, c'était des propos du genre, il démontait ses propos. Sa vidéo, elle est un peu plus gênante dans le sens où il y a effectivement, il démonte les arguments. Donc ça, j'ai pas de souci là-dessus, mais il y a aussi tout un passage, et c'est quand même très orienté sur l'attaque à la personne. Alors, c'est Ouais. argumenté et autres. Voilà. Et après, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est comment dire, la révélation de Carlos Diaz, l'auteur de Silicon Carnet, qui expliquait que Luc Julia n'a pas inventé ses chemises hawaïennes, qu'il les a piquées à Peter Norvig. Bravo, Franchement, j'allais en c'était parler. J'allais en la parler. cerise sur le gâteau. C'est génial. Même ça, il l'a piqué à quelqu'un, c'est quand même dire, quoi. Enfin, Non, mais les chemises hawaïennes, de toute façon, enfin, s'il l'avait pas piqué à Norvig, on aurait pu dire qu'il l'a piqué au joueur du grenier. Enfin bon, c'est pas exactement les mêmes. Mais ouais, mais, donc, voilà. donc effectivement, il y a ce petit côté quand même qui est un peu où le mec a quand même bien donné le bâton pour se faire battre, mais je trouve qu'on est allé de manière très très excessive pour et comme tu dis, c'était la bonne occasion de faire parler de soi que de prendre position sur ce sujet à chaud pendant l'été. Bref, ça n'a pas éclipsé par contre pas mal d'autres choses qui se sont passées cet été puisque nos amis d'OpenAI ont sorti une version de GPT qui est la GPT-5. Et ça s'est pas passé exactement comme ils avaient prévu. C'est un peu, ouais, c'est un peu... Et surtout qu'ils l'ont fait, moi j'ai été stupéfait au moment où j'ai ouvert le client ChatGPT, il n'y avait plus accès aux autres modèles. Donc on n'avait plus le droit qu'à utiliser GPT-5. Bah oui, c'est plus simple pour l'utilisateur. Ouais, tout à fait. Mais ça s'est pas passé exactement comme il voulait. Alors peut-être aussi qu'on avait des attentes parce qu'on s'attendait à ce que GPT-5 soit un bond démesuré par rapport à ce qu'on avait connu dans les déclinaisons GPT-4 quelque chose. Mais pour le coup, on a été tous assez déçus. Alors, Paul, tu l'as bien testé aussi, hein, je crois. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, chose importante quand même sur le cycle de vie des modèles. Bon, ok, il y a les interfaces, les outils SaaS que vous utilisez, et effectivement, les modèles là sont en fonction de ce que l'éditeur veut bien vous mettre à disposition. Si vous développez vos propres applications, si vous déployez des modèles, vous les hébergez, enfin, vous gérez votre cycle de vie,
bah, vous n'avez sûrement pas switché en GPT-5 dans vos applis qui sont en prod. Hein. Vous avez sûrement une stratégie d'évaluation, une stratégie DevOps, ou LLMOps, comme on pourrait dire, qui pourrait vous faire monter derrière de version, mais monter de version qui se ferait que si on a passé le gate de l'évaluation et d'une évaluation au moins aussi bonne que celle du modèle précédent. Ça, c'était quand même le prérequis avant de se lancer dans voilà, parce que effectivement des nouveaux modèles, il y en a plein. Il y a eu GPT 4.5, hein, je vous rappelle. Mm. Qui l'a utilisé celui-là, je sais pas, mais celui-là il a disparu. En tout cas, ce qu'il faut comprendre sur la sortie de GPT-5, c'est qu'il y a une déclinaison aussi en 4 versions. Donc, il faut aussi aller bien choisir derrière ce qu'on veut faire. Il y a le GPT-5 tout court, qui est plutôt un modèle, une sorte de modèle de raisonnement. Donc, on pourrait l'apparenter à la famille des O1, O2, 3, 4 sortis avant. Il y a un GPT-5 chat. Donc, lui, il a une fenêtre de contexte d'ailleurs un petit peu plus, c'est 272 tokens, 272 000 tokens pour GPT-5. On a un peu moins de la moitié pour GPT-5 chat, mais il est plutôt adapté à la conversation avec les humains. Parce que vous savez qu'il y a toujours après une sorte de dernière étape d'entraînement pour améliorer sur la capacité de chatter. Et alors ça a été moi ma première surprise quand je l'ai testé, c'est qu'en fait par rapport au modèle d'avant, il me demandait de préciser les choses. Avant, on était plutôt dans des modèles de chat qui avaient tendance à nous sortir une bonne réponse, qui complétait bien le max token mis à disposition et qui finissait toujours par un call to action, comme on dit en marketing. Donc, tu perds une question en disant, mais tiens, est-ce que tu voudrais pas que je te d'autres choses ou que je complète ma réponse sur quelque chose. GPT-5 chat, les premières fois que je l'ai utilisé, il m'a dit, oula, attends, ta demande n'est pas assez précise. Donne-moi ces infos-là, ces infos-là. J'ai eu un peu l'impression quand même de tourner en boucle par moment. Et de regretter les réponses rapides, au moins, bon, même si elles étaient un peu verbeuses, les réponses rapides des GPT 4.0 ou 4.1. Mais en tout cas, voilà, ça avait changé dans l'approche, mais ce qui est vraiment l'approche, je pense, vraiment dans cette dernière phase d'entraînement sur laquelle on travaille dans les interactions avec les humains. Et donc, pour finir la liste des 4, hein, GPT-5 mini, GPT-5 nano, donc, toujours des plus petits modèles pour des tâches plus simples et surtout pour des prix beaucoup plus faibles. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, moi je connais plus les tarifs côté Azure, Azure AI Foundry, on est quand même bien, en dessous de la tarification d'un GPT 4o. Donc ça vaut le coup d'aller regarder, d'aller tester. Ouais. Et vous faire votre idée par vous-même sur le joli benchmark dataset que vous avez bien sûr établi au moment où vous avez commencé votre projet d'IA génératif. Ce rappel qui picote toujours, mon cher Paul. Ouais. Alors, et dans la partie application grand public, si on peut parler comme ça, effectivement, l'une des promesses qu'il y avait dans ce GPT-5, c'est d'avoir un premier niveau de dialogue qui coûte pas très cher et finalement d'avoir un routeur qui permettait d'aller chercher le bon modèle derrière. Et c'est là aussi devient qu'une partie de la déception, c'est que ce routeur, il n'a pas fonctionné exactement comme on imaginait. Et donc, ça a amené parfois des résultats qui n'étaient pas aussi probants que quand on avait nous-mêmes l'obligation de choisir le bon modèle par rapport aux résultats qu'on voulait obtenir. Et c'est vrai qu'effectivement, en GPT-4 quelque chose, quand on prenait un modèle ou l'autre, on avait des résultats de qualité très différente. Et là, finalement, on pouvait parfois se trouver dans la position où, comme on ne pouvait pas choisir le bon modèle vers lequel on voulait travailler, le routeur faisait arbitrairement le choix d'aller vers un modèle qui était moins pertinent par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc et il y a quand même des gens aussi qui ont un petit peu relevé qu'il y avait ce manque de chaleur dans les réponses, qu'on était revenu à un ton beaucoup plus froid, beaucoup plus factuel, beaucoup plus brutal que l'adoucissement qu'on avait pu vivre avec le 4, avec les 4 O notamment. Et ça, c'est certain qu'effectivement, ça a été effectivement un des facteurs de déception. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, on s'était tous imaginé, enfin non tous, beaucoup de gens s'étaient imaginé que GPT-5 allait préfigurer ce qu'allait être l'AGI. On en est encore très très loin quand même. C'est intéressant de voir quand même qu'en l'espace de 2 ans à peine, le débat s'est déplacé de est-ce que mon GPT il hallucine, il me répond n'importe quoi, à maintenant c'est la tonalité de ses réponses qui ouais. Donc et qu'on a quand même évolué là-dessus aussi. Alors il y a des, si on rentre un peu plus dans les détails techniques, il y a des paramètres intéressants qui est le reasoning effort. Quand vous utilisez l'API, vous pouvez donc
lui demander ou pas de justement d'enclencher les fonctions de raisonnement pour préparer sa réponse. Donc on sait très bien, hein, que c'est plus long forcément et plus consommateur en token quand vous faites ça, mais c'est quelque chose qui est paramétrable. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Voilà, je pense que, bah, c'est à continuer à tester au travers des applications Mmh. et effectivement à bien regarder au regard des tarifs qui peuvent être quand même assez différents des versions 4. Alors moi, dans le giron OpenAI, finalement, c'est même pas GPT-5 qui m'a le plus marqué cet été. C'est l'arrivée de GPT OSS. Ça, c'était un truc qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas imaginé un instant qu'il soit possible que ça arrive. Qu'est-ce que c'est GPT OSS? Donc, c'est le GPT open source. C'est-à-dire qu'OpenAI a sorti 2 déclinaisons, une à 120 milliards de paramètres, une à 20 milliards de paramètres, qui sont donc en licence Apache, avec des poids qui sont mis en open source. Ce sont des modèles de type Mixture of Experts, donc à peu près comme le meilleur truc qu'on connaisse aujourd'hui, hein. Avec une capacité de contexte qui est un peu plus faible que ce dont tu parlais à l'instant, hein, puisqu'on est à 128 000 tokens dedans. Pour le coup, ce sont des modèles, moi je les ai testés sur ma machine. J'ai testé le 20 milliards de paramètres sur ma machine, avec donc qui est une machine, j'allais dire presque standard du marché aujourd'hui, parce qu'elle a 32 non, mais attends, j'ai 32 gigs de mémoire, donc c'est pas une machine démesurément, et je l'ai pas mis dans les cordes, quoi, en testant ça. Je l'ai testé avec LM Studio, en prenant un texte un peu touffu, qui est un transcript d'une vidéo, pour lui demander de travailler dessus, de m'extraire la structure, donc c'était une vidéo d'une demi-heure, tout ça, et le truc a répondu avec une vitesse, avec une fiabilité sur les résultats, sur l'extraction de contenu, sur le fait d'approfondir des points, de citer les time codes par rapport à ça. C'est-à-dire de pouvoir me faire en dessous de chacune de ces réponses une citation d'où vient le résultat, qu'est-ce que c'est, à quel point, et ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper pertinent. Donc, vraiment intéressant ce GPT open source, puisque jusqu'à maintenant, quand on parlait de modèles open source disponibles, on n'avait pas forcément beaucoup de choix, et qui étaient souvent des choix assez éloignés de ce qu'on avait comme standard du marché en modèle privé, quoi. C'est-à-dire que on avait les modèles de Mistral, on avait quelques autres modèles effectivement les poids avaient été communiqués, mais on n'en avait pas des tonnes. Donc c'est quand même super intéressant qu'ils aient fait cette branche. Alors je ne sais pas comment est-ce que la suite des... Est-ce qu'il va y avoir vraiment une lignée solide et qui va suivre de pas trop loin ce qu'ils ont comme modèles commerciaux? Mais c'est super intéressant de ce point de vue-là, donc ce GPT OSS. Alors, si on reste un petit peu dans le monde OpenAI, ils se sont pris un petit coup à l'estomac la semaine dernière, puisque Microsoft a annoncé qu'il n'allait plus utiliser pas uniquement les modèles OpenAI dans son copilote, mais qu'il allait faire appel, pour certaines fonctions du copilote, à la crèmerie d'en face. Il allait voir chez Anthropic comment utiliser, enfin pour certaines fonctions. Alors on ne sait pas pour lesquelles, hein, je sais pas, j'ai pas vu le détail de quelle fonction du copilote de la suite Office Microsoft allait se baser non plus sur GPT, sur les déclinaisons de GPT embarquées dans Office, mais ça allait se baser sur Claude. Mais bon, c'est quand même un petit coup dur, quoi, pour OpenAI, puisqu'il avait quand même un très fidèle partenaire avec Microsoft jusqu'alors. Et sachant que moi, le truc qui me fait le plus sourire dans cette affaire, c'est que Microsoft va aller consommer un service qui était hébergé sur AWS, quoi. C'est le multi-cloud, hein, on a toujours dit que c'était l'avenir. Alors, attends, juste pour bien préciser qu'on parle de M365, du copilot M365, donc celui de la suite Oui. Office, un peu élargi au fait que vous pouvez aussi l'avoir finalement un peu comme votre outil de recherche interne dans vos données d'entreprise et aussi externe sur le web. Mais ça faisait un petit moment quand même que dans GitHub Copilot, petit côté développeur, on avait la possibilité d'avoir Claude 3.5, 3.7, on a le 4 sonné aussi maintenant. Et donc cette ouverture. Mais on avait possibilité de l'avoir, de le configurer pour aller utiliser l'API
de Claude soi-même en fournissant sa propre clé, ou est-ce que c'était Microsoft qui fournissait déjà ce Claude? C'est alors par défaut, hein, quand après tu peux le paramétrer, tu peux choisir effectivement ce que tu Ouais, mets à disposition comme ce que tu utilises comme modèle pour soit chatter discuter ou poser tes questions autour de ton code ou avoir le mode agentique aussi autour du code. Et en fait, ça dépend du niveau de licence que tu prends. Donc dans la partie gratuite de GitHub Copilot, on s'arrête à Claude le 3.5, si je me trompe ouais, pas, et on a le 4 à partir de la version payante. Mais c'est pas, on ne paye pas, en plus, on n'a pas besoin de prendre en plus d'accord, une licence cloud. On a un quota après ok. d'interaction définie et fonction de la licence, mais il n'y a pas de paiement. Je savais pas ça. Alors, moi, j'ai pas fait de bench détaillé, puisque j'ai la chance, j'utilise Windsurf dans lequel on peut switcher sur différents modèles. J'ai pas fait de bench détaillé de savoir si les modèles d'OpenAI fonctionnaient mieux sur pour faire du vibe coding que que le modèle Claude d'Anthropic. J'ai pas fait, j'arrive pas à me faire une opinion précise là-dessus. Ce qu'il y a de très certain, et on en reparlera peut-être à la fin de l'épisode, j'ai eu une nécessité de me remettre à une technologie que j'avais pas touchée depuis très longtemps. Et je me suis quand même grandement aidé de Claude pour me faire un petit plan de formation accélérée pour me remettre au goût du jour. Et c'est quand même super pertinent. Ça te donne quand même des trucs super sharp, super bien documentés. Enfin, c'est clair là-dessus que à l'époque où il aurait fallu aller faire du search, aller trier les pages, aller regarder dans chacune des pages ce que tu veux récupérer, ça j'aurais pas mis le même temps pour faire cette remise à niveau là-dessus, quoi. C'est clair, c'est évident. Euh, on va pas détailler parce que moi j'ai pas justement eu le temps de le tester, mais vous vous souvenez de Qwen, les modèles qui sont faits par Alibaba, et Qwen 3 Coder est sorti cet été. Alors je sais pas exactement quel est le niveau de ce que ça représente de ce point de vue-là, mais c'est clairement, on voit que ça continue à avancer de ce côté-là, parce qu'on est toujours focus, nous, dans notre monde occidental, on est quand même très focus sur ce qui se passe chez les acteurs américains. Et là, il y a quand même des choses quand même non négligeables qui se font là-dessus, quoi, hein, c'est clair. Il est très bien fait pour fonctionner avec un très léger footprint, donc ça voudrait dire de pouvoir l'embarquer sur sa machine pour pouvoir faire des choses. Si par exemple vous n'avez pas possibilité d'envoyer votre base de code à l'autre bout de la Terre, ce qui peut arriver parfois, Oui. et donc de faire des choses de type agentic coding en local, ça peut être intéressant à regarder. Pense que pour finir sur ces modèles de code, il y a vraiment aussi des usages qui sont pas tout à fait les mêmes, hein, parce que on peut avoir soit la page blanche et on dit au modèle de code crée-moi tout le projet, donc il va y avoir organise les fichiers, fais-moi un fichier de config, etc. Et on va lui donner carte blanche pour nous faire toute une structure. Ça peut se faire. On va pouvoir utiliser le modèle plutôt dans une approche de debug ou de Ouais, rajout de commentaires ou de création de tests ou justement de découverte de reverse engineering sur un bout de code qu'on récupérerait mais qu'on comprendrait pas très bien. Donc il y a quand même beaucoup d'usages et je pense que il n'y a pas aujourd'hui peut-être un modèle qui l'emporte sur les autres sur ces approches-là et qu'il faut voilà se faire un peu vraiment et c'est ça qui est pratique je trouve dans GitHub Copilot, c'est de pouvoir switcher et de se faire une petite idée justement sur comment ces modèles travaillent. Enfin là je sais que pour pas mal bosser avec Claude 4, il a vraiment enfin, il me répond en faisant une analyse vraiment poussée du code que j'ai et en me décrivant, en ouais. vérifiant des étapes et il me dit justement par quelles étapes il passe, ce qui est assez intéressant mais qui est moins rapide qu'un GPT 4.1 qui va aller un peu plus à l'essentiel. Donc voilà, mais vraiment pensez qu'il y a différentes approches qui feront aussi fonction de votre niveau d'expertise en dev. Très bien. Il y a un territoire, un pays qui est très sensible aux questions de souveraineté, c'est bien la Suisse. Ils sont près de chez nous. Et très vite, ils se sont sentis concernés par le fait d'avoir besoin d'avoir des LLM qui ne dépendent pas de quelqu'un d'extérieur à la Suisse. Et c'est là qu'on voit la puissance d'ingénierie. L'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, ils sont attelés à la tâche et ils ont sorti un premier modèle qui s'appelle Apertus,
Donc, il est totalement open source, hein, puisque tout à l'heure on parlait justement de GPT-OSS et on disait il n'y avait pas beaucoup d'alternatives open source, en voilà une finalement. Et donc, c'est 2 tailles aujourd'hui qui sont des tailles plus réduites que ce qu'on ne peut voir par ailleurs, hein, puisqu'on a 8 milliards de paramètres sur la version légère et 70 milliards sur l'autre. Ça a été entraîné sur 15 trillions de tokens. Alors j'ai toujours du mal à me rendre compte des volumes de l'ordre de grandeur qui est le standard du marché. Savoir si 15 trillions de tokens, c'est beaucoup par rapport aux autres. J'ai toujours un peu de difficulté là-dessus. Dans plus de 1000 langues, de manière à avoir une diversité de langage quand même assez importante. Donc ça veut dire qu'on va avoir une représentativité de culture et de choses comme ça là-dedans qui va être quand même non négligeable. Donc c'est à tester, c'est un truc de plus à tester, mais bravo à nos amis suisses. Je sais qu'on a quelques auditeurs qui sont suisses, donc bravo pour la démarche, bravo sur le fait que effectivement ce soit une initiative entre guillemets publique chez vous, hein, puisque c'est les écoles de l'ETH de Zurich, pardon, le Centre de calcul scientifique et le PFL de Lausanne qui ont fait ce boulot. Donc c'est intéressant, ce sera vraiment à tester et aller voir ce que ça a dans le ventre, cette histoire. À rapprocher un peu de l'initiative française autour du modèle Lucie, mais qui Oui, malheureusement a été rapidement retiré. Oui, c'est intéressant ouais. que effectivement les pays proposent leurs approches. Alors en plus, les Suisses, ils ont une diversité de langues qui fait que c'est intéressant De d'avoir facto, un effectivement, ouais, ouais. LLM qui en maîtrise plusieurs. Et ils ne sont pas soumis à l'AI Act. Ils ne sont pas soumis à l'AI, puisque, Mm. ouais, effectivement. Même si sur cet aspect-là, ça joue pas sur grand chose, mais. Mais ouais, mais la souveraineté est un point super important pour eux. On citera, je sais que Nicolas, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, utilise le provider mail Proton, je crois, qui est suisse, ou Infomaniac, je sais plus, l'un des deux, je sais plus lequel c'est. Et donc, ils ont cette volonté de pouvoir avoir des offres souveraines et les connaissant en plus. Parce que nous, c'est un peu notre problème en France. On est tout à fait tous d'accord sur le fait qu'il faut avoir des offres souveraines, mais il n'y a personne qui a envie de se donner la peine de les utiliser. Alors que chez eux, ce qui est très certain, c'est qu'ils ont ce réalisme patriotique qui va faire qu'ils vont vraiment les utiliser, quoi. Donc c'est évident qu'ils vont avoir une traction autour de ce genre d'initiative et ils vont être capables de faire évoluer les choses. Donc bravo à eux. Bravo. Bon, on va continuer à faire un petit peu de on parlait un petit peu de souveraineté, de joie européenne, puisque vous savez qu'on a effectivement Mistral que tout le monde connaît dans l'AI chez nous, et on a par ailleurs, vous savez qu'on a quand même, il n'y aurait pas de chip construit partout dans le monde s'il n'y avait pas une boîte hollandaise qui s'appelle ASML, qui est le leader et quasiment monopolistique, hein, je crois, sur les machines à produire je résume très largement, la machine à produire pour produire des chips. Ce sont dans toutes les usines où il y a des moderies de chips, c'est une machine ASML qui est derrière. Ah, c'est une des machines. Parce que Oui, c'est bien une des sûr. machines, mais c'est les machines clés parce que c'est celle qui fait l'installation qui prend les masques, les différents masques et qui fait les installations. Ouais. Donc ASML. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est que ASML et Mistral ont commencé à se rapprocher. ASML donc va prendre 11% de participation dans Mistral AI, ce qui correspond à 1,3 milliard d'euros de montant investi. Donc nécessairement, ça fait que Mistral devient une décacorne. Vous connaissez les unicorns, qui sont ces sociétés à plus d'1 milliard de capitalisation. Et bien là, de facto, on passe au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros, donc Mistral devient une décacorne. Et c'est surtout que ça nous permet d'avoir une stratégie à long terme avec un partenaire financier important, qui soit européen, ce qui nous prémunit. Vous savez que cet été, il y avait eu une petite histoire qui avait commencé à tourner sur le fait que Apple allait racheter Mistral AI.
Donc, on devrait éviter ce genre de choses-là de ce fait et continuer à avoir une crédibilité européenne sur le sujet. Donc, c'est quand même vachement bien de ce point de vue-là. Puisqu'on parlait de souveraineté juste avant, ça en fait partie aussi pour nous. Et donc, évidemment, ASML, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? Eux, ce qu'ils se disent, ben, c'est finalement, nous, on veut avoir une synergie hardware-software et pouvoir utiliser un peu plus les LLM pour l'ingénierie qu'il y a autour des machines. Et puis, dans les faits, aussi se dire, ben, est-ce qu'à terme, on n'aura pas une nécessité de produire des puces spécifiques LLM? Et ça pourrait peut-être les aider. Ouais, bah, c'est une bonne chose, hein, parce qu'on a un LM qui marche plutôt bien, qui est sûrement pas parfait, qui est sûrement pas encore au niveau des chats GPT et autres qui ont démarré il y a plus longtemps. Mais c'est bien de le développer, quoi. Et pour une fois, Tout, il a un peu d'aide. ouais, tout à fait, tout à fait. Faudrait Et c'est pas bien, qu'il et c'est parte. bien, et c'est bien qu'on trouve des partenaires économiques européens En fait, pour c'est aller sur indispensable. ce sujet, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. C'est indispensable parce que sinon, il va se faire acheter et puis on va le perdre, quoi. Ben oui, oui, tout à fait. Déjà que certains disent qu'il est quasiment américain, ce qui est peut-être pas complètement faux. Ouais, bah, c'est vrai qu'effectivement, mais de toute façon, est-ce que on est toujours dans le même devenir, hein, dans la même histoire. C'est dans quelle mesure on peut construire un produit technologique aujourd'hui qui est une envergure mondiale sans être un petit peu américain? C'est quand même très difficile, quoi. Il y a, Bah, les Chinois y arrivent, les Russes ils le font. oui, Pourquoi oui, non? oui. Bah, effectivement, une technologie française, non, mais une technologie européenne, on pourrait, ASML, pour le citer, pour le coup, il est pays-basien, enfin, hollandais, enfin, je sais pas. Néerlandais, on dit. Néerlandais. Néerlandais, voilà. Euh, Et, et- et voilà, et c'est bien. Et on a des Airbus, on a des machins, on peut faire quand on veut, quand on y arrive. Mais c'est pas forcément tout facile. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, Airbus, c'est le leader mondial Absolument. sur Tout à l'aviation. fait. Donc, les gens qui disent, ah, Mistral, il a un an de retard sur les autres, donc il faut arrêter, c'est mort. Non, Je suis pas complètement d'accord, quoi. non. Sinon, on gagnera jamais qu'une bataille si on s'arrête dès qu'on a 6 mois de retard. Et puis l'exemple même, c'est, moi je cite souvent en exemple, peut-être que si vous faites un peu de graphic design, vous connaissez Canva. Canva, c'est une boîte australienne qui est née en Australie, qui se Mhm. développe depuis toujours en Australie. Ils font aujourd'hui 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires versus Adobe qui en fait 20 milliards. Ok. Bon, son concurrent principal. Mais vous vous rendez compte qu'une boîte toute seule dans son coin a réussi à aller grappiller quand même, parce que je voudrais bien savoir chez Adobe, les produits concurrents qui sont Photoshop et Illustrator, ce que ça représente du chiffre d'affaires d'Adobe, puisque Adobe, c'est un truc gigantesque. Et donc, on a cette boîte, Canva, qui a progressé, qui s'est focusé, qui a sûrement été en retard et à des années-lumière de son marché, des leaders de son marché pendant très très longtemps, qui aujourd'hui grappille des parts de marché petit à petit. Et ça, c'est l'exemple même qu'on peut y arriver. Mais à nouveau, on retombe dans ce que l'on disait à l'instant juste avant par rapport aux Suisses. Il faut un petit peu de réalisme patriotique et de se dire que ces solutions-là, il y a plein de cas d'usage et il faut les privilégier. Eh ben, en fait, tu prends toute l'industrie chinoise, et puis c'est un exemple. Il y a 30 ans, un produit chinois, c'était un produit de mauvaise qualité, pas cher. Aujourd'hui, il y a des produits que elles se sont capables de produire, à commencer par les iPhones. C'est-à-dire que tu peux concevoir un iPhone aux États-Unis, mais tu le produis pas, quoi. On est d'accord. Alors, on va C'est- parler un petit peu plus pour ceux qui mettent les mains dedans et qui testent des choses. Alors, il y a évidemment plein de choses autour de l'orchestration de LLM, de comment les utiliser, de comment les intégrer les uns aux autres. Et depuis longtemps, on parle de LangChain. Et LangChain a franchi la milestone du 1.0. On reparlera de milestone 1.0 juste après pour autre chose. Et donc, LangChain, toi, Paul, j'imagine que tu t'es Hum. précipité dessus et tu as.
Alors, Décortiquer ça. ceux qui testent, mais aussi ceux qui veulent aller en production. Et je pense que c'est là que bon, que la discussion va se faire. LangChain, effectivement, c'est dans les frameworks dédiés aux applications d'IA et d'IA générative et maintenant agentique. C'est effectivement imposé comme étant celui qui, on va le dire comme ça, rassemble la plus grande communauté, où on a aussi sans doute peut-être le plus grand nombre de développements de connecteurs, ce qui permet justement à la fois l'interfaçage avec beaucoup de LLM aujourd'hui, mais aussi avec des services externes plutôt dans une approche après plutôt on va connecter des services avec des LLM. Donc c'était intéressant d'avoir à un moment une version un peu plus stable, sans, d'après la société qui est derrière, sans breaking change, parce qu'on en a vécu quand même de douloureux de la 0.1 à la 0.2, puis ensuite à la 0.3. Il y a eu quand même, si vous avez suivi un peu, si vous aviez votre petit projet LangChain et que vous aviez pas fixé bien les requirements, vous avez dû avoir des sacrées surprises, et c'était quand même à chaque fois une réécriture quasi complète de code. Donc c'est intéressant, c'est rassurant d'avoir pour LangChain et pour LangGraph, donc plutôt côté scénario agentique, d'avoir maintenant cette version 1.0. Ce qui est un peu moins rassurant, c'est de voir quand même beaucoup de retours utilisateurs qui sont critiques vis-à-vis de LangChain. Alors j'en ai repris un ici qui a fait des mesures a priori. J'espère que le bench n'est pas sourcé, mais j'espère que c'est des mesures faites par cette personne-là. Donc la taxe, il appelle ça la taxe de 1,3 secondes. C'est-à-dire que vous prenez un appel à l'API OpenAI, Ouais. avec le SDK d'OpenAI, vous faites le même appel en passant par le wrapper de LangChain, vous avez 1,3 secondes de plus. C'est énorme. Ça me paraît énorme. C'est totalement rédhibitoire. J'ai pas l'explication de la méthodologie, j'ai pas la source, donc attention à ça. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Les reproches qui sont faits aussi, c'est qu'effectivement, il y a ce niveau d'encapsulation dans le framework et LangChain qui fait qu'on va aller très rapidement écrire des choses, mais que parfois, effectivement, on va avoir plus de mal à le tracer, à débugger des choses un petit peu fines dès qu'on aura justement des fonctionnements agentiques à plusieurs coups de LLM, on va dire, ce genre de choses. Qu'on aurait une occupation mémoire plus forte aussi sur LangChain. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on retombe un peu sur le fameux débat de, à un moment, est-ce que ça vaut le coup de développer plus vite parce qu'on a un framework, ou est-ce qu'il faut retourner faire de l'assembleur, en fait, en gros. Donc tout est question de juste milieu, Paul, quand même. Avant l'assembleur, il y a peut-être quelques étapes sur lesquelles s'arrêter. Mais voilà, si on pousse la logique, on peut remonter jusque là. Mais effectivement, voilà, il y a des notions sûrement de criticité de l'application que vous développez qui sont à prendre en compte. Il y a aussi les connaissances d'une équipe. Est-ce qu'elle sera en capacité d'aller faire le reverse engineering de certains wrappers LangChain pour le réécrire manuellement? Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre, et après choisir avec quels outils on part. Mais à mon avis, LangChain reste 1.0, encore plus, reste quand même peut-être une bonne option. Ouais, non, mais c'est une très bonne chose qu'il y ait des choses qui maturent et qui se stabilisent comme ça. C'est super intéressant. Alors, on pourrait refaire un truc sur les frameworks agentiques, parce que ça a encore beaucoup bougé. Je crois qu'OpenAI a sorti des trucs. C'est Quentin Ambard qui disait qu'il avait testé ça et qu'enfin il comprenait. Il arrivait à mapper sa matérialisation intellectuelle du sujet agentic AI sur un framework, et donc il en était très content, alors que LangChain, il avait toujours été super hermétique par rapport à ça. Donc on pourrait faire un épisode sur ces frameworks agentiques, mais on va pas faire ça aujourd'hui. On parlait de 1.0, on a la joie et vraiment très content pour eux, parce que souvenez-vous, on avait reçu le CTO de Kestra, Ludovic Déon, lors de l'épisode 205 de ce podcast, et ils ont passé la milestone 1.0 de leur produit, alors qui est un super produit, hein. Si vous avez jamais été regardé, si vous êtes jamais intéressé à ce produit, on vous conseille de commencer par cet épisode où Ludovic en parle en long, en large, en travers, qui nous explique un petit peu. Et donc le 9 septembre, ils ont sorti vraiment une version qu'ils ont qualifiée de long term support, et qui introduit évidemment
de l'AI, parce que quel produit n'introduit pas de l'AI? Et donc, ils ont maintenant un AI copilote qui va permettre d'écrire en langage naturel et de générer le YAML qui est nécessaire pour pouvoir générer vos workflows dans Kestra. Voilà. Et ils ont aussi une notion de AI agents qui vont permettre de faire des tâches autonomes. Donc c'est vraiment super. J'ai hâte de regarder ça dans le détail, de pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais ça reste vraiment un produit super intéressant qui résout plein de choses de ce point de vue-là. Donc je suis ravi pour eux parce que c'est toujours... C'est quand même, ça nécessite quand même une opiniâtreté de pouvoir aller mener ce genre de choses-là. Et pour le coup, ils ont vraiment bien travaillé. Et c'est une belle récompense que de pouvoir taguer une version avec ce 1.0. Alors, même si notre ami Alexander n'est pas là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de l'avoir sur un épisode, c'est dommage. On va quand même parler de Cassandra, mais surtout de DataStax. DataStax qui a annoncé son rachat par IBM, c'était cet été. Alors IBM qui continue à se construire un portfolio de solutions logicielles qui sont très teintées d'open source, puisque DataStax, n'oublions pas que c'est la version commerciale de la base de données Cassandra, et donc qui rejoint une escarcelle déjà assez grande de solutions open source qu'on avait chez IBM. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là à regarder. Alors après, il y a toujours l'histoire de arriver chez IBM, que reste-t-il du produit original? Que reste-t-il de l'esprit qu'il y avait sur le produit au départ? Ce sera intéressant effectivement d'avoir... je sais qu'on a dans la communauté, notamment Cédric Lunven qui pourrait nous en parler plus en large. Et il nous disait sur le Slack que pour l'instant, rien n'avait changé. Donc, tout était tel que. Donc, mais ce sera intéressant de voir comment IBM intègre dans son portfolio et comment est-ce qu'ils font la promotion d'un tel produit dans un portfolio qui est déjà très large. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les produits, quand ils sont intégrés à l'intérieur d'une société, vont pouvoir être utilisés. Alors, ce qui est très certain, c'est qu'effectivement, à l'époque où on a ce besoin de structurer l'information encore plus qu'avant, de pouvoir avoir une base qui puisse permettre justement tous les challenges que l'on a de retrouver l'information avec les bases vectorielles, les choses comme ça. Ça peut permettre de construire des choses super intéressantes en les mixant avec d'autres produits qu'ils ont déjà au portfolio. Donc il y aura probablement des belles évolutions sur des cas d'usage très dans l'air du temps qu'il faudra surveiller de ce point de vue-là, quoi. Je me posais la question là du montant du rachat. J'ai pas l'impression qu'il était communiqué publiquement. Non, j'ai pas vu d'informations sur le montant du rachat, effectivement. Pour mémoire, Red Hat, c'était quand même 34 milliards. Ouais. La base de clients de DataStax n'est pas la même non plus, hein, c'est évident. Mais non, j'ai pas vu d'idée sur le montant. Alors je sais pas dans nos auditeurs qui sont passés par DataStax, lesquels avaient gardé leur stock ou pas. Donc il y a peut-être certains qui ont fait une belle opération à cette occasion. On est content pour eux. Voilà. Et en faisant une rapide recherche sur un moteur de recherche que je ne citerai pas, je tombe sur un premier article, grand public on va dire, qui dit que DataStax est reconnu pour ses solutions et ses bases de données vectorielles. Content de savoir qu'effectivement la base de données vectorielles est valorisée aujourd'hui dans les rachats. Et voilà, donc... Mais ce qu'il y a de très certain, c'est qu'effectivement, il va y avoir évidemment une connexion très forte avec ce qui existe dans Watson, qui est l'IA made in IBM. Et que les bases de données historiques d'IBM vont aussi être très complétées par la capacité NoSQL qu'apporte la stack
DataStax DSE slash AstraDB slash Cassandra, quoi. Hein. C'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir des opportunités de faire des ponts entre tout ça qui va être super intéressante. Et sachant que n'oublions pas qu'IBM reste encore avec une emprise sur le marché global IT super importante. Hein. Là, les conjonctions et l'enrichissement d'un portfolio complet qui apporte des solutions aux entreprises. Et oublions pas aussi que IBM reste encore l'une des seules entreprises au monde qui construit du hardware d'entreprise, leurs serveurs P-Series autour de leur puce RISC, P-Series et E-Series, ainsi que Z, et que ils vont évidemment porter dans leur portfolio logiciel et aussi target souvent aussi ces choses-là que nous on connaît un peu moins dans notre milieu à nous, quoi. Et donc c'est aussi des débouchés de marché totalement démesurés dès lors qu'une boîte se retrouve dans le portfolio IBM. Dernier petit carnet rose, si je puis dire. C'est Fivetran qui a racheté SQL Mesh. Alors Fivetran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des acteurs très présents dans ce qu'on appelle cette moderne data stack, où on fait de l'ELT, on extracte depuis des sources, on load dans un data warehouse, typiquement un Snowflake, un BigQuery, un Redshift ou tout autre truc un peu moderne. Et ensuite, on fait les transformations à l'intérieur de cet environnement. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de très focusé sur la connectivité, sur le fait d'extraire de la donnée, de la pousser à l'intérieur telle qu'elle est brute, et de pouvoir ensuite décliner une architecture médaillon. Et souvent, pour décliner cette architecture médaillon, on utilisait DBT, ou, pour ceux qui étaient un peu plus tech, on utilisait SQL Mesh. Et ça permettait d'avoir des modélisations SQL qui soient bien organisées, qui soient bien structurées. Et il s'avère que Fivetran a racheté SQL Mesh, a racheté Tobico. Tobico qui est la boîte qui avait créé SQL Mesh. Alors là aussi, là où on parlait à l'instant que le fait que la culture open source d'IBM devrait plutôt bien se passer pour DataStax, là c'est un peu plus litigieux puisque Fivetran n'a pas de culture open source jusqu'alors. Fivetran, la précédente boîte qu'ils ont rachetée, c'était Census. Census, c'est une technologie qui permet de faire ce qu'on appelle le reverse ETL, c'est-à-dire que, imaginez-vous, vous récupérez de la donnée brute vous voulez la réinjecter pour pouvoir l'activer dans vos emails, pour pouvoir l'activer dans votre Salesforce, dans plein de choses qui ont lieu qui sont opérationnelles. Eh bien, Census, c'est sa spécialité, c'est faire ce bridge vers les applications opérationnelles en sortie de la stack analytique. Donc ce reverse ETL. Et donc le précédent achat de Fivetran, c'était Census. Donc ils avaient les deux extrémités du Lakehouse, pour résumer. Et le fait de racheter SQL Mesh leur permet d'avoir la brique du milieu. Jusqu'à maintenant, quand on regardait le site de Fivetran, tout était quand même très focusé vers DBT. Alors déjà, première question, ceux qui ont fait le pari de Fivetran plus DBT, on va peut-être leur expliquer que c'est pas super et qu'il faudrait faire du Fivetran plus Fivetran / SQL Mesh. Donc déjà, ça va quand même ça risque d'un petit peu picoter. Et puis on sait toujours qu'entre faire un best of breed où on prend la meilleure outil pour chacune des activités qu'on veut avoir et on s'occupe de l'intégration soi-même, effectivement on peut limiter les coûts d'intégration en prenant une suite d'outils qui vient du même acteur, mais on aura potentiellement quelque chose d'un peu plus moyen dans chacun des secteurs. Donc ça va être un petit peu les débats qui vont s'offrir à ceux qui ont construit autour de Fivetran et j'ai un petit peu creusé le sujet dans un petit article que j'ai écrit là sur mon carnet data et IA. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, vous pouvez lire cet article. Vous pourrez me retrouver parce que c'est une petite joke que j'ai fait sur le
sur le Slack du Big Data Hebdo, qui est déjà le meilleur moyen de nous retrouver, hein, le Slack du Big Data Hebdo, l'oubliez pas, on est tous très présents là-dessus. J'ai dit, oh là là, après 25 ans d'abstinence, je me suis remis à faire du Java, et effectivement, ça picote un petit peu. Alors, je me suis beaucoup aidé des LLM en tout genre, dont on a parlé un peu plus tôt dans cet épisode. Et pourquoi est-ce que je me suis remis à faire du Java? C'est que je vais avoir le plaisir, le 14 octobre, de faire une présentation de DuckDB, qui va être très proche de celle que j'ai fait à Devox, hein, lors du Paris Jug. Alors, je me suis dit, ces gens m'invitent à faire une présentation, ce serait quand même assez discourtois de ma part de la faire en Python devant un public très, très acquis à la cause de Java. Et donc, je vais faire l'effort de regarder comment est-ce qu'on utilise les API de DuckDB en Java. Et donc, ce qui m'a amené à me remettre à faire du Java. Et ben, écoutez, je me faisais une montagne de cette affaire. Ben, finalement, c'est quand même assez agréable à utiliser. C'est effectivement, ça nécessite un petit peu plus de travail autour du code en termes de plateforme, de gérer les Maven et compagnie, ainsi de suite. Mais finalement, le langage n'est plus ce que j'imaginais en termes de désagrément à l'utiliser. Donc, je suis assez heureux d'avoir fait ce petit travail. Voilà. Et donc, ce sera le 14 octobre. Eh bien, écoutez, messieurs, merci d'avoir enregistré cet épisode. On espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons eu à l'enregistrer. Vous pouvez évidemment nous faire un petit plaisir, c'est aller sur vos applications de podcast, c'est les principales qui sont connues, et mettre un petit commentaire, une petite étoile sur ce podcast. Ça nous ferait très plaisir, enfin plus qu'une étoile, ça vous arrangerait, parce que c'est très important pour tout ça, et merci encore de votre fidélité dans ce podcast, et on vous retrouve très bientôt. À bientôt. Au revoir.